Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du Bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Le Bulletin Afrique est présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba doit regagner son pays, la République démocratique du Congo, dans les tout prochains jours. Son parti, le Mouvement pour la libération du Congo, est à pied d'œuvre pour que ce retour se fasse dans de meilleures conditions, notamment dans la paix et la sécurité, nous dit Ange Kouadio. En République démocratique du Congo, le Mouvement pour la libération du Congo, MLC, le parti de l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, a entamé les préparatifs en vue de son retour à Kinshasa après 11 ans d'absence. Actuellement en liberté provisoire en Belgique, acquitté du chef de crime contre l'humanité par la CPI en juin dernier, mais toujours dans l'attente d'être fixé sur sa peine dans une affaire de subordination de témoins, Jean-Pierre Bemba entend bien se présenter à la présidentielle du 23 décembre prochain. La principale préoccupation du MLC, s'assurer que le retour de la leader se fera dans la paix et la sécurité. Selon Eve Bazaïba, secrétaire générale du parti MLC, une lettre a déjà été écrite au gouverneur de Kinshasa pour l'informer du parcours qu'empruntera l'ex-vice-président Bemba à son arrivée dans la capitale et a demandé que ce parcours soit sécurisé par les forces de l'ordre. Elle assure qu'une réunion de travail doit avoir lieu à ce propos dans les prochains jours. La MONUSCO a également été sollicitée. Jean-Pierre Bemba, désormais titulaire d'un passeport biométrique congolais, devrait être accompagné de sa femme et de leurs 5 enfants installés en Europe et à qui, toujours selon le MLC, les autorités ont promis un visa volant à leur arrivée. Eve Bazaïba dit aussi avoir sollicité le ministère de l'Intérieur pour qu'il octroie à M. Bemba une garde permanente d'une dizaine de policiers. Nous ne souhaitons pas faire appel à des services privés pour ne pas être accusés d'avoir recours à des mercenaires ou des milices, explique la secrétaire générale du MLC. Elle prévoit en outre que Jean-Pierre Bemba déposera sa candidature pour la présidentielle au plus tard le 7 août. Emmanuel Lunga, ministre en charge des Congolais de l'étranger, a confirmé hier jeudi à Jeune Afrique la décision de Kinshasa de n'accorder aux ressortissants français et belges que des visas humanitaires ou pour soins médicaux. Jérôme Kouakou. La consigne était donnée à l'oral. Elle est désormais écrite dans une note du ministère congolais des Affaires étrangères datée du 24 juillet et authentifiée par Jeune Afrique. Emmanuel Ilunga, ministre délégué en charge des Congolais de l'étranger, rappelle que de manière non équivoque, les ambassades de Belgique et de France n'accordent plus que de visas humanitaires ou pour soins médicaux aux ressortissants congolais depuis la fermeture de la maison Schengen fin janvier. En conséquence, écrit le ministre, il a demandé à toutes les représentations diplomatiques congolaises d'appliquer les mêmes dispositions aux ressortissants français et belges par principe de réciprocité. Contacté par Jeune Afrique, Emmanuel Ilunga confirme cette restriction et justifie la décision de son gouvernement par l'application stricte de la Convention de Vienne qui régit les rapports entre les États. Depuis plusieurs mois, en effet, les officiels congolais se plaignent de ne pouvoir obtenir de visa pour l'espace Schengen. La balle est dans le camp des autorités congolaises. Si Kinshasa donne son feu vert, la maison Schengen sera rouverte et la délivrance des visas reprendra normalement, confiait il y a peu un diplomate occidental basé dans la capitale congolaise. La maison Schengen de Kinshasa, gérée par Bruxelles pour le compte de 17 États membres de l'Union européenne plus la Norvège, a été fermée à la suite des tensions diplomatiques entre la RDC et la Belgique sur décision des autorités congolaises. Elle n'ouvrira pas, a récemment martelé le ministre Emmanuel Ilunga dans une interview à Jeune Afrique. Signé en mars dernier par 44 pays, certains comme le Nigeria ayant refusé d'y adhérer, l'accord de libre-échange continental africain devrait, après ratification d'ici à 2019, rentrer en vigueur. Et si les différentes parties se sont accordées sur l'opportunité de la création de cette zone de libre-échange, elle ne comporte pas que des avantages. Fleur Kofi. Dans le dernier rapport sur le commerce intra-africain, African Trade Report 2018, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a en effet révélé les risques auxquels devront faire face les pays africains et les pays adhérents en particulier. Selon les experts de la banque, la mise en œuvre du projet même pourrait s'avérer complexe, cela compte tenu du nombre, de la diversité et des étapes de développement économique des États membres. Des coûts d'ajustement importants pour certains pays membres sont également à prévoir, selon le rapport, y compris des ajustements budgétaires. Toutefois, révèle le document, la réussite du projet
pour lequel le Bénin, le Botswana, le Burundi, l'Érythrée, la Guinée-Bissau, le Lesotho, la Namibie, le Nigeria, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Zambie n'ont pas donné leur accord sera d'un grand intérêt pour l'intégration, le développement du commerce et le développement du continent. En effet, souligne le document, la création de cette zone de libre-échange est un pas important vers la rationalisation des arrangements commerciaux régionaux de l'Afrique. Elle permettra, à en croire les experts d'Afreximbank, un accroissement considérable de la production industrielle tout en accélérant la diversification des sources de croissance. Cela en plus de son fort impact sur l'intégration régionale. Selon les estimations et les simulations préliminaires, le commerce intra-africain augmenterait de 52,3% d'ici à 2022 et plus de 2 fois dans la première décennie de mise en œuvre, si cette mise en œuvre de l'accord est accompagnée de mesures de facilitation des échanges solides. Regroupant 44 sur les 55 pays prévus, il devrait permettre de bénéficier d'une population totale de plus de 1,2 milliard de personnes et un produit intérieur brut combiné supérieur à 2,5 milliards de dollars américains. On termine au Cameroun. Le maire de Buea, capitale de la région du Sud-Ouest, secoué depuis bientôt 2 ans par une crise sociopolitique, avait fait apposer des scellés sur les portes des entreprises qui ferment boutique chaque lundi pour respecter la consigne de ville morte décidée par le mouvement sécessionniste anglophone. Il est finalement revenu sur cette décision. Diakité Ibrahim. Soulagement chez les opérateurs économiques. Selon Jeune Afrique, la sanction avait touché une centaine d'entreprises, des PME pour la plupart, dont les bureaux se trouvent sur la principale avenue de la capitale de la région du Sud-Ouest et à qui le maire reproche de n'avoir pas ouvert leurs portes le lundi 23 juillet, souvent par peur de représailles de la part des sécessionnistes qui imposent une journée ville morte au début de chaque semaine dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les opérateurs économiques doivent remplir 2 conditions pour bénéficier de la mansuétude de l'édile. Elles doivent signer un engagement de ne plus recommencer et payer l'impôt libératoire que certaines n'ont pas acquitté depuis 2 ans au moins. Les assurances du maire ne semblent pas convaincre des entreprises prises entre le marteau sécessionniste et l'enclume de l'autorité municipale. D'autant que Patrick Ekema avait déjà usé de la même démarche il y a 5 mois. Nos employés et leurs familles font l'objet de menaces permanentes dans leur lieu d'habitation où les gendarmes et les militaires ne peuvent les protéger. La répression est telle que certains vivent dans un stress permanent et beaucoup exigent d'être affectés hors de ces régions, confient sous anonymat un cadre d'un opérateur de téléphonie. La crise sociopolitique sur fond de revendications sécessionnistes qui affecte le Cameroun anglophone depuis bientôt 2 ans impacte sérieusement l'économie de ces 2 régions. Les pertes d'activité sont importantes. Elles atteignent 5% pour certains établissements bancaires et jusqu'à 50% pour des entreprises de distribution. Et c'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sera de retour à 9h.